Bonjour, Bercy voudrait voir toutes vos données bancaires et vos paiements. La Direction générale des finances publiques, la DGFiP, est une direction de l'administration publique française, qui dépend du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Cette direction importante du gouvernement en France est en charge des paiements d'impôts, par exemple, ainsi que de toute la comptabilité publique. Bercy a, semble-t-il, demandé un accès direct et en temps réel à tous les relevés de comptes bancaires des Français. C'est ce que nous avons appris cette semaine grâce à Next Impact, et ce qui a été repris sur vos médias préférés, Le Point, BFM TV et même toute la cryptosphère. Mais qu'en est-il vraiment ? Le sujet qui date de l'année dernière est-il clos aujourd'hui ? Y a-t-il eu une réelle menace contre la vie privée en France, provenant du ministre Bruno Le Maire ? Et quelles craintes cela projette sur les projets de la monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo de Value Chain. Commençons par la fin de l'histoire. La DGFiP a répondu et nous a rassuré début octobre 2022 que le ministère de M. Bruno Le Maire n'avait pas demandé l'accès à la liste de toutes les transactions en temps réel, mais uniquement à l'état du solde en temps réel, des plus de 80 millions de personnes physiques enregistrées, dans un fichier qui s'appelle FICOBA. Concernant les transactions unitaires, il n'aurait demandé qu'un accès en temps réel au nombre de ces opérations sur chaque compte. Nous voilà donc bien rassurés. Pour ceux qui ne le savent pas, le fichier FICOBA, Fichier national des comptes bancaires assimilés, en français c'est une base de données du ministère de l'économie à laquelle rapportent toutes les banques et les institutions financières des informations sur tous les comptes de toute nature, bancaires, postaux, épargne. La CNIL a validé ce fichier et nous rappelle aujourd'hui qu'il ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde. Ce serait donc dans le respect du secret bancaire. Cette base sert le gouvernement à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. Qui sont ces personnes habilitées ? À part la DGFiP du ministère, on retrouve les douanes, la justice, les officiers de police judiciaire, les notaires, des banques, la banque centrale, des huissiers de justice, même certains particuliers par l'intermédiaire de la CNIL. Vous pouvez penser que ce fichier doit donc servir aux citoyens pour sécuriser leurs comptes contre la fraude ou autre erreur de paiement. Par exemple, dans le cas des nombreuses erreurs de virement vers un IBAN erroné. Une victime peut demander à sa banque ou à un médiateur des paiements d'identifier le destinataire réel afin de réclamer une restitution des fonds. Cependant, les banques et la Banque centrale n'utilisent pas ce service pour sécuriser les paiements et aider à la récupération des fonds perdus. Ça vous rappelle quelque chose ? Les critiques faites contre les blockchains et les crypto-paiements sur l'irrévocabilité immédiate des transactions en crypto-paiement, même en cas d'erreur du destinataire. Oui, cette même critique est valable au système bancaire classique. En réalité, ce fichier FICOBA, dans sa version actuelle, contient bien des données très sensibles de paiement. Nous retrouvons le nom, le prénom du titulaire du compte, toute personne ayant accès à ce compte, les informations sur la banque, les agences, les numéros comblés des comptes IBAN et RIB, les informations sur les coffres-forts, les adresses du particulier ou de son entreprise, son numéro d'enregistrement, SIREN, le cas échéant, et même sa date et son lieu de naissance, ainsi que son genre, ISO. La profondeur de cette base est de 10 ans officiellement, mais le fichier FICOBA existe depuis 1971, et la version actuelle de la base de données de FICOBA 2 a été mise en service en 1982. Au regard de l'état actuel d'alimentation en mode différé par badge, mensuellement, de cette base, par les banques, elle n'est donc pas encore en temps réel. Et vu la qualité parfois insuffisante des données fournies, l'État a entrepris un projet de modernisation appelé FICOBA 3. Ce projet a même été le lauréat en juin 2020 du Fonds de la transformation publique et a même été désigné priorité gouvernementale. Actuellement, les informations sur ce projet ne sont plus rendues publiques, mais nous avons pu, à Value Chain, se procurer la dernière version du cahier des charges, qui date de juillet 2022. Nous y reviendrons dans cette vidéo. Mais parlons déjà de la seule source officielle et publique qui nous a alertés sur ce sujet. Il s'agit d'une réponse à cette demande de Bercy par une des directions de Matignon. C'est la direction du numérique, la DINUM. La direction interministérielle du numérique est en charge de la transformation numérique de l'État au bénéfice du citoyen comme de l'agent. Cette même direction a été le dernier rempart pour la protection de la vie privée concernant les données sensibles paiement. Car le 15 octobre 2021, donc depuis un an, cette direction a adressé un courrier officiel à Madame la secrétaire générale du ministère de l'économie à Bercy, courriel encore en ligne pour information, dans lequel elle a émis un avis conforme défavorable pour cette partie du projet FICOBA. Nous pouvons remercier Nadi Bouhanna, directeur interministériel du numérique, pour cette décision. D'ailleurs, depuis, il a quitté la DINUM début 2022.
Ce même courrier contredit ce que Bercy a déclaré récemment. La DINUM a révélé dans sa réponse que le projet Ficoba 3 vise à intégrer les soldes de comptes bancaires et à terme les opérations effectuées sur ces comptes bancaires. Le courrier relève qu'il s'agit d'une évolution fonctionnelle très significative, passant à une gestion des données dynamiques très sensible. La direction a même rétorqué qu'elle n'a pas trouvé trace non plus de débat parlementaire permettant d'autoriser ces évolutions substantielles. Elle précise même qu'afin de sécuriser le projet, il conviendrait de vous assurer de leur conformité auprès des instances compétentes, au premier lieu la CNIL, avant de débuter les travaux. La DINUM a même recommandé à la DGFiP de garder le cap de modernisation initiale du projet, quitte à adopter une démarche progressive de déploiement en fonction des capacités des banques. Ce qui sous-entend que la DGFiP est invitée à attendre pour faire ces évolutions d'une façon incrémentale, après l'avis de la CNIL et du Parlement. Donc le sujet ne semble pas clos à 100% encore. Nous avons pu nous procurer une version du cahier des charges de Ficoba 3. Pour information, ce fichier a été accessible sur Internet, mais a été retiré du site du service public. Cependant, Internet n'oublie rien. Une version dans le cache de Google est restée. Elle est restée accessible jusqu'hier le 5 octobre, mais supprimée aujourd'hui, comme vous le voyez. Ce cahier des charges, c'est la version contrainte et conforme à la décision du Premier ministre, dans laquelle on ne retrouve plus l'accès à tous les soldes et les opérations. En revanche, comme c'est une modification du cahier des charges initial, il y a encore des restes de cette tendance. Le cahier des charges, dans sa version 1 de Ficoba 3, a pour objectif de réaliser un projet plus évolutif au niveau fonctionnel et plus souple au niveau juridique. Dans une présentation de mars 2022 de la DGFiP à l'AMAFI, l'Association française des marchés financiers, on retrouve que Ficoba 3 attend des évolutions et des opportunités juridiques pour améliorer le suivi de la qualité des données et des flux par banque. Il parle de moyens de consultation en masse ou unitaire des données des banques pour réalignement. Le cadre juridique pourrait être adapté notamment en fonction des besoins des autres chantiers dans le cadre de la transposition de directives européennes. Ces directives ne sont pas explicitées. Mais s'il s'agit par exemple de la directive des services de paiement, la DSP2, il est possible techniquement à la DGFiP de profiter des services open banking, d'agrégation ou d'initiation de paiement depuis tous les comptes d'un titulaire grâce aux API prévus pour cela. Bien sûr avec le consentement de l'utilisateur. Ceci n'est qu'une spéculation de ma part, je peux me tromper sur cette hypothèse, mais ce qui m'a donné l'impression, c'est aussi la réponse de la DINUM à Bercy, qui a critiqué le projet en disant « Il n'a pas suffisamment pris en compte le besoin des usagers, avec la possibilité pour eux de consulter et de partager. Dites-le nous une fois, c'est écrit comme ça dans le texte du courrier, leur relevé d'identité bancaire via par exemple France Connect et des API France Connectée. » À la défense de la DGFiP, dans ce cas, ce serait une demande qui semble légitime. Je m'explique. Dans un cas d'usage légitime, les impôts ou des inspecteurs peuvent demander au titulaire du compte d'avoir accès à tous ses comptes bancaires. Pour faciliter cet accès technique, la DGFiP se doit d'acquérir la technologie DSP2, utilisée par des fintechs et des banques elles-mêmes, comme par exemple Linkso ou Bankin. Pour garantir la conformité et la privacy, le titulaire doit donc donner son consentement à Bercy pour le faire. La demande de Bercy, selon ce scénario hypothétique, aurait pu être légitime. Mais la critique poignante de la DINUM contre Bercy nous prouve que ce n'était pas le cas. Les directives européennes concernent très probablement la 5e directive dite AML, qui vise à transposer la 5e directive anti-blanchiment, le financement du terrorisme, adoptée grâce à une initiative portée par la France, et ce suite aux attentats de novembre 2015. En conclusion, Bercy a avoué qu'elle a envisagé d'avoir un accès direct et en temps réel aux soldes de plus de 80 millions de personnes physiques. De plus, il est quasiment certain que Bercy a demandé l'accès sans consentement à toutes les opérations bancaires. L'excuse du ministère de l'économie de dire que la demande ne concernait que le nombre de ces transactions, pour confirmer si le compte est toujours actif ou non, c'est ridicule car ils ont déjà cette donnée dans Ficoba 2. En tout cas, il semble que le sujet n'est plus d'actualité, comme nous avons pu attester de notre lecture du cahier des charges de Ficoba 3, qui date de juillet 2022. Pour aller plus loin, l'écosystème crypto a bien sûr repris cette information et l'a mis sous tous les projecteurs, en rappelant que les crypto-monnaies peuvent apporter cette privacy face aux projets étatiques et européens. D'ailleurs, les fichiers frères de Ficoba en Europe sont déjà synchronisés pour couvrir toutes les informations de compte partout en Europe, donc bien plus que les 80 millions en France. On parle de plusieurs centaines de millions. Et la question sur la garantie de la protection de la vie privée
elle devient légitime aussi avec la centralisation de la future monnaie numérique de banque centrale, appelée l'euro digital pour les retail. L'euro numérique n'est pas encore là. Et la Banque Centrale Européenne a bien compris le message, que le citoyen tient en premier lieu à la privacy. Et les travaux actuels vont dans ce sens. Reste donc à faire confiance aux banquiers centraux qui souhaitent déléguer cet accès aux banques, qui à leur tour remonteront ces informations sensibles au meilleur tiers de confiance qui soit, le gouvernement. Pour ceux qui cherchent une alternative, les crypto-monnaies n'apportent pas automatiquement cette solution. La réglementation MiCA s'est déjà assurée de ce résultat pour protéger le secteur bancaire avec la devise, même risque, même règle. Mais pour ceux qui valorisent encore la vie privée, la blockchain et la cryptographie peuvent être les meilleures solutions, à la fois pour le citoyen et même pour les États. Pour cela, il faut se former et vous trouverez ces informations dans la formation Value Chain en ligne, qui donne tous les clés pour adopter de la façon la plus profitable possible la révolution blockchain en cours. Tout le registre FICOBA peut être intégré aux technologies de registre distribué. Ces fonctions de lutte contre le blanchiment et le terrorisme peuvent être automatisées à un tiers de confiance distribué grâce au smart contract, mais avec toutes les garanties de la vie privée des dizaines de millions de personnes. Si la vraie raison, c'est la lutte contre le terrorisme et le blanchiment, la blockchain est une arme puissante à adopter, complètement par les États, mais sans que le prix ne soit la vie privée.